Le camp de base. Le camp de base. Rencontre au sommet. Bienvenue dans la saison 3 du camp de base, l'émission des rencontres au sommet. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle facette de la montagne dans une conversation avec une personnalité. Ensemble, on contemple les grands espaces et on se raconte des histoires. Dans un monde en pleine mutation, dans lequel les hommes sont la principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques et dans le contexte de changement climatique, à quoi ressemblera la montagne de demain ? Et quels sont les changements souhaitables ? Ensemble, on rêve la montagne et on s'y promène. Le camp de base, rencontre au sommet, est disponible en podcast tous les lundis dès 5h du matin sur les plateformes. Valérie Pommier fait partie de ces personnalités lumineuses qui n'ont pas peur de dire tout haut ce que certains pensent tout bas. Il y a quelques années, elle lance Résilience Montagne, une association qui regroupe et vulgarise l'information concernant le réchauffement climatique, imagine des solutions quant au devenir des stations de ski et s'intéresse aux causes et aux conséquences du bouleversement climatique en montagne. Il y a quelques semaines, je l'ai retrouvée dans une petite brasserie à Annecy. Ensemble, on a évidemment parlé des paysages du Semnoz de son enfance, des grands combats écologiques en montagne, de son parcours et de la sobriété qui remet le citoyen au centre. Avec Valérie, on rêve la montagne de demain. Tenir dans l'action, c'est l'épisode 39 du camp de base, et ça commence dès maintenant. Bonjour Valérie et merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour, ravie de te connaître. Alors on est à Annecy, c'est la première fois que j'enregistre dans cette ville, on est chez toi. Aujourd'hui on va parler, comme je disais dans l'introduction, de résilience montagne. Alors toi tu es originaire d'Annecy et pour commencer je te pose la question fil rouge de ce podcast, c'est quoi ton camp de base ? Il est où et il est composé de quoi ? Mon camp de base il est à Annecy, il a pas été à Annecy pendant un petit moment, mais il est de nouveau à Annecy. J'habite ici depuis presque toujours, sauf professionnellement, j'ai dû bouger. Je suis née ici, j'ai ma famille qui est d'ici. Je suis haut-savoyarde, annécienne. Et j'ai pas foncièrement de bureau, je travaille chez moi et je suis bien heureuse de pouvoir le faire. Je suis entourée de mes enfants et de mes amis et dans une ville qui aujourd'hui est hyper impactée par le bouleversement climatique et je me sens très concernée. Alors justement, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Annecy, puisque mes auditeurs sont aussi à Paris, à Lyon, partout en France et en Suisse, est-ce que tu peux nous décrire un peu la ville ? Elle ressemble à quoi ? Et surtout, elle a un élément capital. Annecy, c'est une jolie ville qui est sur les bords du lac d'Annecy, qui est une ancienne vallée glaciaire, qui est au pied des montagnes. Il y a un gros poumon vert autour d'Annecy qui s'appelle la montagne du Semnoz, qui est encore un endroit très préservé, une toute petite station, mais surtout un grand poumon vert de forêt. De l'autre côté d'Annecy, on a la vallée de Genève. Donc, on est une ville qui vit beaucoup des frontaliers, de ce qu'on appelle la problématique des pendulaires frontaliers, du coup de l'hypercarbonation. Mais Annecy semble une ville très riche parce qu'on a Genève à côté. Économiquement, on va dire le poumon économique de la ville est Annecy, avec ses avantages et ses inconvénients. Évidemment, notamment la hausse des prix, l'augmentation des prix en lien avec le niveau de vie suisse, qui n'est pas le même qu'en France. Exactement. Aujourd'hui, pour vivre à Annecy avec un salaire France, on ne peut pas. Parce que la base des salaires ici est plutôt de l'ordre d'un salaire de Genève qui est au-dessus de 4 000 € par mois. Mmh. Donc, même si, on va dire, il y a un dumping salarial sur les Français qui gagnent un peu moins que les Suisses, eh bien, quelqu'un aujourd'hui qui travaille en France à Annecy et qui doit se loger à Annecy, c'est extrêmement difficile. Et il ne faut pas croire, mais quand on voit à Annecy cette vision un peu d'opulence et de dynamisme économique, il y a beaucoup de personnes dans la souffrance. Je me suis garée à côté d'une Porsche ce matin, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre. Alors quand tu vas malheureusement à Genève le matin, dans ce flot de frontaliers qui sont tout seuls dans leur voiture, c'est le salon de l'auto, hein. T'as les plus gros SUV, les plus grosses voitures de sport qui s'empilent dans les bouchons
Ouais. malheureusement. Ouais. Alors qu'il y a un train entre Annecy On a et le Léman Genève. Express. Ouais, Ouais. il y a un Léman Express. Et puis, d'Annecy, on a un car direct Annecy-Genève qui fait gare d'Annecy, aéroport de Genève. Et après, à l'aéroport, tu peux aller dans Genève, qui est direct, donc qui met aussi vite qu'une voiture parce qu'il suit les limitations de vitesse. Donc, il y a d'autres possibilités. Mais il est vrai que, vu le nombre de frontaliers, il est peut-être probable qu'il n'y a pas assez de transport en commun. Au lieu de construire une autoroute aujourd'hui Annecy-Genève, on devrait peut-être faire un tram ou un train. À quoi elle ressemble ton enfance ici à Annecy? Plutôt heureuse, puisque d'un milieu plutôt, on va dire, bien aisé. Le lac d'Annecy en baignade l'été. Mon école de village. Mes amis que je vois toujours, on a l'habitude de se réunir tous les 5 ans, ce qu'on dit les classards de 1969. Et on voit les évolutions des uns des autres, c'est chouette. Et puis la montagne, mon papa nous a enseigné le ski. On montait justement sur ce Semnoz, qui à l'époque, on pouvait monter que d'un côté, parce que l'autre côté n'était pas déneigé. Et aujourd'hui, on peut tout le temps monter de tous les côtés. Et plutôt en vacances avec mes parents. Vraiment une enfance classique de personnes qui est plutôt bien née à Annecy. Tu nous parles de ce Semnoz sur lequel il y a de la neige, beaucoup de neige. Elle ressemble à quoi la montagne des années 70 que tu peux voir à travers tes yeux de petite fille, au-delà de cette neige et de cette opulence de neige finalement que moi j'ai jamais connue? Eh ben, quand on monte au Semnoz, qui est une moyenne montagne, on peut monter de 2 côtés d'Annecy, ou on dit du côté Bauge, et qui part de Saint-Joriot ou de l'Echerenne dans les Bauges. Et le côté Bauge n'était jamais déneigé. Donc en fait, on montait un petit peu au-dessus de Saint-Joriot, qui est un village de bord de lac d'Annecy. Et très vite, il y avait une barrière fermée et on avait des murs de neige. On ne pouvait pas monter au Semnoz du côté Bauge. Aujourd'hui, cette barrière doit toujours être ouverte parce que finalement, quand il y a de la neige, il y en a si peu qu'on peut déneiger. Et quelquefois, il n'y a pas de neige. Donc, et en fait, je me rappelle monter avec mes parents, où j'ai débuté le ski là-haut, en fait, où il y a des murs de neige. La voiture roule, et autour de nous, c'est comme si une fraiseuse est passée, et qu'on a 2-3 mètres de neige dans un sillon tracé, comme un labyrinthe, au milieu de ces murs de neige. Et ça n'arrive plus. Non, ça n'arrive plus. C'est des images d'archives qu'on a, hein, d'ailleurs, qui sont absolument magnifiques et très impressionnantes quand on l'a jamais vécu. Donc une enfance heureuse au bord du lac d'Annecy, qui est un lac magnifique, qui est réputé comme l'un des plus jolis de France, où on peut aussi faire pas mal de parapente, notamment depuis le col de la Forclaz. Est-ce que tu pratiques un peu peut-être le parapente ou d'autres sports de montagne? Oui, j'avais fait des initiations comme tout le monde, ado, de gonflage de voile, de voler un petit peu depuis, avec mon père et mon frère d'ailleurs, depuis essayer de voler, puis je n'avais pas continué. Et puis ensuite, moi j'ai plutôt poursuivi ma carrière, on va dire, classique. Je fais beaucoup de rando. Aujourd'hui, j'avoue, j'arrive plus trop à skier alors que j'ai enseigné le ski. En fait, je me dis que j'ai pas envie de participer à ce système, alors que je me rappelle d'images super heureuses au ski, en fait. Donc ça, c'est encore peut-être une petite dissonance, mais je skie différemment. En rando, par exemple? Pas encore trop, parce que j'ai pas le temps, mais je vais sérieusement m'y mettre. Parce que je refuse d'aller en rando sans prendre des cours de nivologie ou de neige ou de météo. Parce que j'ai tellement d'amis qui ont des soucis, qui ont eu des soucis dans des situations compliquées en ski de rando. Je veux pas y aller comme ça, en fait. Peut-être faudrait que j'aille en club. Ou alors participer à des initiations Lead the Climb, qui font un travail formidable autour des femmes et de la montagne. Qu'est-ce que tu fais la première partie de ta vie? Je pars à Libreville au Gabon après mes études, où je travaille pour l'ambassade de France. Et puis la communauté européenne, ça s'appelait à l'époque. Il y avait 9 pays dans la communauté européenne. Ensuite, je rentre à Annecy. Je fonde ma famille avec 2 enfants. Et en famille, on part à Hong Kong, où je travaille pour le consulat de France. Et
à cette époque, je suis chargée de booster la destination France d'un point de vue investissement. Par exemple, un Club Med qui se ferait racheter par un Fosun international. Et je suis chargée de booster la destination France, notamment les Alpes, d'un point de vue tourisme, pour l'Asie du Sud-Est. Donc ce que je comprends, c'est comme du lobby, en fait, où tu dis, voilà, en Asie, la France, c'est super, voici les avantages que vous avez à aller en France, et ton travail, c'est ça. C'est ça. Ok. J'organise ce qu'ils appellent vulgairement des workshops. On l'utilise encore beaucoup, ce mot. Ouais. Je n'ai pas trouvé de traduction, mais c'est des workshops où on faisait rencontrer les gros incentives, les gros professionnels du tourisme en Asie du Sud-Est, très large, avec tous les professionnels du tourisme français et notamment les professionnels du tourisme dans les Alpes, les CRT, centres régionaux touristiques, les offices du tourisme, les gros hôtels. J'ai amené beaucoup de personnes d'Asie dans nos vallées de montagne et en montagne pour leur dire venez là, c'est super. Et justement, aujourd'hui, tu fais plus du tout ça. On va revenir sur le déclic juste après, mais qu'est-ce que tu gardes dans ta pratique actuelle du lobby, de la voix, parce que tu es la voix de la montagne. En tout cas, beaucoup te considèrent telle quelle. Tu es la voix de cette montagne aux côtés d'autres associations, aux côtés d'autres individus. Qu'est-ce que tu gardes de cette époque dans la manière dont tu fais ton travail aujourd'hui, parce que je suis sûre que tu en gardes des choses très bien. Oui, je ne renie pas du tout ce que j'ai fait. S'il y avait un seul regret, c'est que j'ai pas eu la curiosité d'aller voir ailleurs, que ce milieu est ultra confortable en fait. J'en veux à personne sauf à moi. Je me rappelle au consulat à Hong Kong avoir vu des rapports sur le climat. À l'époque, on parlait d'un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Australie. Alors nous, qu'est-ce qu'on disait ? On va en Australie, bien sûr, hein, pas de souci. On met un t-shirt anti-soleil, on met bien une casquette parce que ça pique un peu. Et c'était ça l'adaptation. C'était pas de dire on cesse d'aggraver le problème. Alors ils ont trouvé une solution. On a trouvé après que c'était les CFC qui causaient ces trous. Mais n'empêche que on avait tout sous la main. Et moi, quand je rentre d'Hong Kong, je retourne encore dans ces milieux financiers, à Genève, dans la promotion immobilière, où je suis quand même un peu vue comme l'écolo de service, parce que je dis, non, mais ça, on le fait pas comme ça. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une autre solution ? Non, là, je peux pas y aller. Là, je reste à mon bureau en me disant, je peux pas instruire ce dossier. Mais j'aurais dû agir finalement beaucoup plus vite, parce que j'avais sous les yeux tout. Et ça, c'est fou. Mais tu avais quand même une fibre dès le départ de dire, en fait, on peut pas aller partout, on peut pas tout faire. En fait, à Hong Kong, non. Je faisais mon job, j'étais un bon soldat, et peut-être parce que le milieu ne me permettait pas, on va pas accuser le milieu, mais j'étais entourée de gens comme moi. Où est la normalité en fait ? Je me suis toujours posé la question. C'est hyper intéressant de voir les gens qui sortent du système alors que leur milieu est toujours comme eux. C'est-à-dire qu'ils ont une forte propension à d'être curieux à l'extérieur de ce milieu très confortable. Moi, je trouvais normal finalement tout ce qui m'arrivait, parce que tout le monde vivait comme ça. Mmh. Et puis un jour, je pense que c'est plutôt au retour d'Hong Kong, on voit les hivers qui changent, parce que je suis de nouveau dans les montagnes. Il y a une année où on ne peut pas skier, qui est trop chaude. On a l'été 2003, où on se dit, ouf, attends, mais on ne peut pas sortir de la maison, alors qu'on habite en montagne. Moi, j'habitais un petit village dans les Bauges, où on est en restriction d'eau en 2003. Déjà en 2003. 2003, restriction d'eau, où on nous dit, vous n'avez d'eau. Ça n'a pas duré longtemps, mais on avait de l'eau que le soir. Donc en fait, le soir, je remplissais des verres d'eau pour le lendemain, pour les enfants. Et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que la carte postale est belle. Elle est lac, et c'est bleu, c'est beau. Il y a les montagnes, il y a le vert, et on n'a pas d'eau, et il fait trop chaud. Et c'est là que je commence à cogiter, en fait. Ouais. Et les médias, pour le coup, le voient sous le prisme de « il y a énormément de personnes âgées qui meurent ». Cet été-là reste comme une mortalité très forte pour les personnes âgées. Donc c'est là où tu te dis « il y a un problème ». Je me dis « c'est pas normal. On doit... Qu'est-ce qu'on en fait, en fait ?» Mais je continue. Je suis dans ce truc-là. Alors peut-être qu'il y a une petite case qui est ouverte. Et que finalement, c'est là, je me dis « comment j'exerce ce métier ?»
j'ai pas de solution. C'est là que je pense que petit à petit, je rentre ce qu'on appelle en dissonance cognitive jusqu'en 2016 environ. Une dissonance cognitive de 13 ans où tu te dis, ça va pas. En fait, je suis plus critique dans mon travail et même à mon bureau. Mm-hmm. Les derniers temps où je travaille, je refuse certaines choses en fait. Mm-hmm. Je n'y vais pas, ou je laisse traîner les dossiers, ou je fais beaucoup de procrastination, ou même le matin, je me dis je peux pas y aller. Et puis le soir, il y a quelques fois où tu peux pas dire à ta famille ce que tu as fait, parce que j'en étais pas très fière. Mm-hmm. Donc moi, je me suis dit quelques fois, je me rappelle d'un voyage en Andorre, avec le gouvernement d'Andorre qui veut bâtir des centaines de logements sur un terrain magnifique, tel qu'on imagine le paradis. Tu sais, ces images de paradis qu'on nous donne, elles ont plutôt des cascades, des forêts, des animaux, des oiseaux, des bruits de nature, un ciel paysage bleu. des Pyrénées en fait. Hein. Et là, tu te dis, je suis là-dedans, dans ce forme de paradis qu'on essaie de nous vendre par ailleurs, mais il est là le paradis, et on me demande là de bâtir ça. Et je me rappelle poser des questions. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez des solutions de mobilité pour tous ces gens qui vont arriver ? Est-ce que vous êtes sûr qu'on n'a pas une autre manière de construire, si vraiment on doit le faire, que de couler du béton ici ? Est-ce que vous êtes sûr qu'il faut un aéroport international à 20 bornes de là pour ramener ce tourisme haut de gamme ? Et finalement quoi ? Je sors du projet. Mm-hmm. Je ne peux pas être complice de ce bazar. Ça, c'est en quelle année, tu te rappelles ? C'est 2016-17 par là, où je me dis je peux pas. Et puis il y a un déclic pour toi qui est une conférence de Jean Covici. Ouais, c'est ça. Alors je dis tout le temps le nom de Jean Covici. Je touche pas de royalties, hein, mais finalement c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Et peut-être que quelquefois il faut entendre quelqu'un, et là c'est lui. Je sais pas pourquoi. J'entends cette conférence d'Emine Paritech où c'est la première fois. En fait, je me sens concernée parce que j'ai l'impression il parle à tous ces futurs ingénieurs, et c'est comme si j'entends le discours pour moi parce que c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Il parle d'effondrement, il parle pas de crise climatique mais de dérive climatique. Donc où la crise est arrêtée, il parle pas de crise énergétique mais de dérive énergétique où on n'aura jamais la même opulence énergétique. Il parle aussi à un moment d'artificialisation, il parle de se poser les questions. Enfin, il demande aux ingénieurs de se poser la question de ce qu'ils vont faire de leur vie en tant qu'ingénieurs. Et je me dis, mais c'est comme s'il racontait ma vie, en fait. Mm. Et je décide d'arrêter. C'est du jour au lendemain, tu décides d'arrêter ? Ouais, ça fait assez vite, en fait. Okay. Assez rapidement. Et alors, donc aujourd'hui, ton activité principale, c'est l'association Résilience Montagne. Quel est ton rôle dans cette association ? Alors, j'ai mis un cadre juridique il n'y a pas si longtemps que ça, mais il y a longtemps que je m'exprime sur la montagne. Notamment par le biais des réseaux sociaux. Alors, j'ai commencé par LinkedIn parce que je ne voulais plus laisser parler les lobbies seuls. Je me suis dit, mais ce qu'il raconte, lui ou elle, ce que raconte ce lobby du ski, c'est juste faux, en fait. Ou c'est juste un lobby, où est le contradictoire ? J'ai commencé comme ça. Et puis petit à petit, on m'a demandé, mais pour qui tu parles ? Est-ce que tu es pour toi, pour qui ? Et comme je discutais avec énormément de gens concernant ces sujets, on était tous des tout seuls un peu partout. Et je reprends là la formule de Eric Adamkiewicz, à qui je dois beaucoup de choses, parce qu'il me disait toujours, les tout seuls sont tout seuls, mais aujourd'hui on n'est plus tout seul. Et il m'a beaucoup appris sur des choses, on a beaucoup échangé. Lui, ça faisait longtemps qu'il travaillait à la résidence territoriale en tant que prof et maître de conférence. Et du coup, moi, je lui ai amené le côté immobilier de la chose parce que c'était mon job. Et en fait, j'ai dit, tiens, je vais mettre quand même un cadre associatif pour me dire, il y a quand même une association qui existe. Et puis, si un jour, il faut aller plus loin, ben, il y a un cadre un peu statutaire, où je continue sous ce petit cadre. Et puis, si un jour, il faut inclure d'autres personnes, eh bien, on y va à plusieurs, en fait, sous ce petit cadre. Et est-ce que les gens te suivent tout de suite en te disant oui, il faut qu'on y aille, ou est-ce que tu sens de la résistance ? Les proches, voilà, quelles sont leurs réactions ? Tes enfants, tes proches, tes amis, les gens avec qui tu as travaillé dans la promotion immobilière, c'est quoi leur réaction ? Mais ils n'ont pas compris au départ, ils ont dit mais tu en as vécu, de quoi tu te plains ? C'est facile de dénoncer un système quand on en a vécu. Ils ont eu peur, je pense aussi que je donne des secrets d'entreprise peut-être, ce qui n'était pas du tout le but. Je ne donnerai pas les très
d'horribles choses que j'ai pu voir en entreprise. Je ne suis pas une Assange ou je ne sais pas. Et quoique, des fois, ça vaudrait le coup. Mais pour le moment, je dis non, c'est le modèle qu'on doit changer. Mhm. Alors, les amis, au début, se posent des questions. Quelquefois, on change d'amis. La famille, au début, ne comprend pas. Mais comme c'est la famille, eh bien, tout est ouvert en discussion. Donc, on discute avec la famille. Mon conjoint, aujourd'hui, est plutôt hyper solidaire. On va dire c'est lui qui remplit le frigo. Parce que quand on est une association, eh ben, on est forcément dans un processus de réduire la voilure de dingue. Et ça va très bien, finalement. Et puis, on change de microcosme de vie, on change d'interlocuteur petit à petit. Et finalement, je crois que c'est la première fois de ma vie où je suis autant en ligne et je me sens autant libre avec ce que je fais par rapport à avant, où on doit faire attention à qui on est pour rester dans le moule dans lequel on est, en fait. Mhm. Aujourd'hui, je suis hyper libre et droit dans mes bottes. Ouais. Et c'est important aussi de le dire parce que tu n'es pas payé par cette association. Tu n'as pas d'intérêt financier. Quand tu fais des conférences, du coup, comment ça se passe ? Pour le moment, je refuse d'être rémunérée en me disant je ne veux pas retourner dans le modèle de la rémunération qui me lie à des gens. Et du coup, je me dis toujours qui tient la plume ? Qui tient le clavier ? Alors en fait, quand je pars en conférence, je demande d'être défrayée sur mon trajet train. Si les gens oublient, ça fait partie des pertes et profits. Et c'est l'association, ou moi, ou mon conjoint. Je me dis c'est comme ça en fait. De toute façon, c'est pas très grave, tant qu'on peut. Et puis je dis, si vous pouvez, vous pouvez me faire un don à l'association. Qui est aujourd'hui, je suis en attente d'intérêt public pour que les entreprises récupèrent fiscalement, on leur doit bien ça, même si il faudrait que ça saute, mais c'est pas grave. C'est au moins un argument pour qu'ils le fassent. Ouais. Et puis, s'ils le font pas, tant pis pour eux ou pour moi, mais c'est pas grave en fait. Ouais. Pour le moment, je refuse. Ouais. Ça veut dire que là, les 66% de défiscalisation sur l'intérêt général, potentiellement, ça pourrait être aussi pour des auditeurs ou des auditrices qui nous écouteraient et qui voudraient faire un don à Résilience Montagne. Voilà, je suis en attente du statut. Je crois qu'il faut 6 mois de non-réponse des services fiscaux. Veut dire qu'on a ce statut-là. Je crois que je suis à 5 mois. Donc, je pense que c'est bien. Pour la fin de l'année. Non, mais je pense que c'est bien. Après, tant que ça existe, il faut le faire. Bien sûr. Parce que finalement, il vaut mieux ça que d'être défiscalisé pour l'achat d'une résidence secondaire à Val d'Isère pour 25 000 € du mètre carré, ce qui est le cas. Oui, complètement. Est-ce que tu peux revenir un peu sur Résilience Montagne ? Alors moi, quand j'ai préparé notre interview, j'ai regardé les différentes définitions de résilience et j'ai trouvé ça assez beau. La première définition, c'est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. La deuxième, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Et la troisième, c'est la capacité d'un écosystème ou d'une espèce à retrouver un état d'équilibre après un événement exceptionnel. Je trouve que ces 3 définitions, j'ai oublié la 4e que je n'ai pas notée, sont absolument alignées avec ce que tu proposes aujourd'hui en termes de contenu et des valeurs que tu défends. Qu'est-ce que tu en penses ? Je te remercie pour ces définitions parce que j'ai eu exactement la même démarche quand j'ai cherché ce nom d'association. Je voulais qu'il y ait montagne. Et puis, j'avais entendu un discours d'un homme politique. Est-ce qu'on peut parler politique ? Bien sûr. Donc, d'un homme politique qu'on connaît bien, c'est Laurent Wauquiez, qui avait dit, au moment où je cherchais ce nom, je déteste le mot résilience. Dans une conférence. Et je me suis dit, pourquoi il dit ça ? Et j'ai regardé les définitions que j'ai trouvées magnifiques. Et je me suis dit, non mais moi, je veux le mot résilience dans mon statut et au moins dans la description de mon association. Et puis, je dis, mais non, mais je vais le mettre en nom, en fait. Parce que j'adore, en fait, la 3e où il y a l'équilibre. Pour moi, c'est vraiment ça. L'équilibre est vraiment à créer. Ouais. Et puis, il y a aussi la question de la capacité et de la valeur dans ces 3 définitions qui, moi, m'ont fait sourire aussi hier quand j'ai préparé cette interview. Alors, c'est quoi l'objet de ton association ? Au tout départ, je me suis dit, je vais juste
à titre informatif, expliquer ce qui se passe en montagne. Donc, je me suis beaucoup documentée. Moi, j'avais mon expérience passée qui me donnait des stratégies politiques, géopolitiques, économiques. Et puis ensuite, je me suis dit, non, mais le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est vraiment de vulgariser l'information sur le réchauffement climatique en montagne, de l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les différents phénomènes? Quand j'ai pas les compétences, parce que je suis pas scientifique, je demande l'aval de certains qui sont scientifiques. Sur l'eau, notamment, j'échange beaucoup avec Charlène Descolonges, qui est hydrologue et qui connaît parfaitement les territoires de montagne parce qu'elle est d'Annecy. Donc voilà, ça, je m'instruis beaucoup là-dessus. J'essaie de me dire, du coup, comme ces territoires de montagne deviennent hyper vulnérables, qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment on doit agir? Comment on fait pour, en fait, diminuer ou ne plus augmenter cette vulnérabilité des territoires de montagne? En gros, comment on cesse d'aggraver le problème? Bien sûr. Et puis moi, il y a une notion que j'aime beaucoup, c'est la notion de la sobriété. Et la sobriété, elle propose de remettre un peu le citoyen et la citoyenne au centre et de plus tout voir comme un bien de consommation, notamment la montagne. J'aimerais bien maintenant qu'on parle de médiation. Tu donnes le terme de vulgarisation. Les médias se préoccupent de plus en plus de l'objet montagne. Comment est-ce que toi, tu t'es organisé avec les autres associations qui défendent la montagne? France Nature Environnement par exemple, mais il y en a plein d'autres qu'on peut citer, Mountain Wilderness en est une aussi. Comment tu t'es organisé? Parce qu'il me semble que tout seul, effectivement, et même si on n'est plus tout seul, il ne faut pas le rester. Non. Eh bien, il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, j'ai entendu, je communiquais déjà beaucoup, mais j'entends que juste au-dessus de chez moi, un mouvement s'organise contre cette fameuse retenue d'altitude à Bourgard. Et je me dis, c'est formidable parce que ces associations de la vallée des Aravis avaient déjà, depuis quelque temps, travaillé sur la résilience territoriale et notamment, avait combattu un SCOT horrible, en fait, un SCOT, schéma de cohérence territoriale, qui est l'organisation d'un grand bassin de vie au niveau construction, réseau, tourisme, tout quoi. En gros, c'est la loi qui est votée sur les territoires et qui dit voici ce qu'on a le droit de faire en termes de tout. Ouais, sur un grand bassin de vie, un SCOT inclut plusieurs PLU, par exemple, qui est plan locaux d'urbanisme pour un petit village. Donc un SCOT, on va dire, pour moi, c'est un grand PLU, mais à l'échelle d'une vallée. Et là, ces assos... Et le bassin de vie, si on peut rappeler ce que c'est en fait le territoire sur lequel on va envoyer ses enfants à l'école, sur lequel on va aller acheter à manger, sur lequel on va pratiquer ses loisirs. C'est vraiment pas qu'une ville, mais c'est vraiment un territoire élargi. C'est important aussi ce terme de bassin de vie. Et ce SCOT, alors... Eh bien, ces associations l'avaient fait tomber en disant mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? Ils vont mettre 2 clubs med ici? Quoi? Mais quid de la ressource en eau, des routes qui sont déjà ultra saturées? Ils ont tellement fait un super job que Scott tombe. Et là, ces collectifs-là et ces assos se remettent en route à la Clusa en disant oups, c'est quoi cette retenue d'altitude? Moi, je décide d'aller les voir en leur disant vous avez déjà une super matière parce que vous connaissez le SCOT. Je vais vous expliquer ce qui se passe peut-être d'un point de vue géopolitique, économique, etc., notamment l'immobilier qu'il y a derrière, pourquoi ça va être dur, et puis que c'est un plan d'État, en fait. Et on met en place une stratégie de communication forte en disant ce truc-là ne doit pas se faire ici, en fait. Et finalement, on est 2 ans après, pour le moment, ça fonctionne parce que je pense qu'on est resté juste et droit et qu'on dit juste la vérité. Cette retenue d'altitude ne doit pas se faire parce qu'elle capte une source qui est en aval, qui alimente le village en eau potable. On est là pour augmenter les taux de couverture en neige artificielle à basse altitude. Est-ce qu'on doit le faire ou pas? En attendant, on va conforter un modèle immobilier pour vendre du ski au pied à cette altitude. Est-ce qu'on doit le faire? Et tout ça se met en place comme ça. Ça prend tellement bien que finalement, on se dit tous, il va falloir vraiment qu'on emmène l'opinion publique avec nous parce que ce qui se passe là, c'est vraiment horrible. Et depuis, plein d'associations se sont créées en montagne. Elles existaient déjà, mais du coup, maintenant, elles sont entendues. En attendant, ce fameux SCOT, dont on parlait tout à l'heure, en Maurienne, est tombé. Vivre et agir en Maurienne et d'autres associations font tomber un SCOT. En attendant aussi, du coup, je suis devenue membre France Nature Environnement Haute-Savoie,
fait un travail de fou et exceptionnel partout pour la veille environnementale, pour l'éducation à l'environnement, mais aussi qui vont quelquefois au recours. Et puis me rapprocher de Mountain Wilderness qui existait depuis longtemps, parce qu'en fait, plus on est nombreux dans différentes entités, plus on parle tous de la même chose avec nos cibles différentes, effectivement, plus on est fort. Ouais. Et puis surtout, il y a une pluralité du milieu montagne, que ce soit en Pyrénées, tout proche de la mer Méditerranée, quand on remonte jusqu'au Jura, dans les Vosges. En fait, ce qui, pour moi, évoque le territoire de montagne. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un article sur ton site internet qui m'a vraiment capté sur les territoires justement de montagne. Tu peux nous en parler un peu? Alors, oui, c'est marrant parce que en fait, il y a un terme. Aujourd'hui, on appelle territoire de montagne un territoire qu'on a défini d'un point de vue frontière. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce que la montagne? De quoi elle dépend? Pourquoi on ne devrait pas redéfinir le terme de territoire finalement, d'un point de vue cours d'eau, d'un point de vue relief, d'un point de vue géographie, d'un point de vue biodiversité, d'un point de vue bassin de vie justement, qu'est-ce qui nous relie les uns aux autres? Et alors c'est très intéressant parce que j'ai écrit cet article et il y a une semaine, je suis allée voir le collectif Érosion à Grenoble où on intervenait et un architecte ou un géographe, qui était-ce, il expliquait le phénomène des biorégions. Et finalement, tu as parlé de mon article, mais d'un point de vue plutôt scientifique, où on pourrait faire un redécoupage des régions selon l'organisation des cours d'eau et des bassins versants, selon l'organisation des montagnes et des espèces, par où elles transitent, selon l'organisation des pendulaires des gens ou pas. Et finalement, ça aide à resituer le territoire en disant, le bassin de vie, il n'est pas tel que défini là, parce que logiquement, on pourrait, tu vois ces images des frontières aux États-Unis qui sont tracées au crayon au droit. Et là, en fait, on devrait aujourd'hui parler biorégion, d'un point de vue biodiversité, région, agriculture, qu'est-ce qui est beaucoup plus logique d'un point de vue géographie. Et ça, pour moi, ce serait un travail super intéressant. Et puis culturel aussi, parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps, là, en discutant avec un prochain invité du camp de base, qu'il y avait des bergers siffleurs dans les Pyrénées. Je ne le savais pas, et visiblement, c'est une culture particulière. Je trouvais ça fantastique de se dire qu'il y avait des us et coutumes finalement très différents en fonction des régions de montagne, même si c'est toujours le même combat sur le réchauffement climatique. Tu as beaucoup été attaquée quand tu as commencé à publier sur les réseaux sociaux et LinkedIn. Une femme qui défend la montagne... Compliqué quand même, non? Très mieux de rester chez elle. Ouais, derrière ses fourneaux. Tu m'as dit en préparant cette émission qu'il y avait un point essentiel pour toi qui était le fait d'essayer d'être irréprochable. Oui, mais c'est difficile. Pourquoi? C'est difficile parce que ça va contre... Pour moi, en fait, j'ai pas été élevée... tout ce que je fais aujourd'hui, c'est à l'envers de ce qu'on m'a inculqué ou de ses éducations. Et je crois que l'enfant apprend uniquement par mimétisme au départ. Et j'ai dû apprendre par mimétisme. Et je pense que j'ai été bonne élève, finalement. Mais aujourd'hui, je mange plus de viande, je prends plus l'avion, j'ai une voiture électrique en copartage, je circule à vélo le plus de temps possible, mais j'ai pas les mêmes impératifs parce que je gagne pas d'argent. On m'a dit un jour, oui, mais toi, 1 heure ne compte pas d'un point de vue valeur, donc tu peux prendre le train et ton vélo. Bah, peut-être, mais finalement, c'est peut-être ce qu'il faut faire. Quand on a le temps, on n'a pas besoin d'argent, peut-être. Et hier, je suis allée à Aix-les-Bains en train-vélo. C'était juste génial, en fait. Et ça marche. Alors, des fois, il y a un retard, mais quand on prend sa voiture, quelquefois, on est dans un bouchon, sauf qu'on ne le voit pas. Et effectivement, d'être le plus irréprochable possible, et je suis loin de l'être, permet finalement de mieux communiquer. Mais finalement, je ne le prends pas comme un renoncement parce que je me sens vraiment en ligne. J'ai un enfant qui habite à l'étranger, je sais que je ne vais pas prendre d'avion et qu'il ne va pas venir tous les 2 mois parce qu'il est un peu comme moi, mais c'est pas un problème. Et je ne suis pas pro-technologie, mais pour le coup, là, de voir mon garçon sur mon téléphone, eh ben, je le vois, et finalement, c'est peut-être le bon côté de la technologie. Je sais pas, peut-être dans 3 ans, je dirais différemment.
Justement, ça fait très longtemps que les scientifiques ils disent qu'il y a un problème. 72, la conférence de Stockholm, pour dire à quel point ça fait longtemps qu'on dit qu'il y a un problème. Les scientifiques sont peu écoutés, les sportifs de haut niveau sont plus écoutés. Pourquoi, à ton avis, et quand tu parlais d'opinion publique et le fait de revenir à cette communication vers l'opinion publique pour vraiment faire corps de manière citoyenne, pourquoi est-ce que, à ton avis, les gens sont aussi peu au fait de ce qui se passe en montagne? Quand David à Annecy, t'es à 30 minutes, tu vois, des montagnes. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on écoute aussi peu les scientifiques? Qu'est-ce qui fait que on sait pas que qu'il y a des camions qui enneigent au Grand Bornand une piste pour faire une piste pour la Coupe du Monde de biathlon? Pourquoi on sait pas tout ça? Pourquoi on prend pas ça à bras le corps? Moi, je crois beaucoup au pouvoir des médias. J'ai l'impression que la conscience médiatique est très récente. Et puis, finalement, on s'intéresse, comme on parlait tout à l'heure de territoire, à notre territoire, à notre petit bassin de vie. Quelqu'un d'Annecy ne voit pas forcément ce qui se passe au-dessus, mais parce qu'il ne le sait pas et parce que personne ne leur a dit. Pour moi, il y a une énorme part de responsabilité des médias qui devraient être à la hauteur des enjeux climatiques. Un journal local d'Annecy devrait expliquer aujourd'hui que le projet le horrible qui arrive, c'est de puiser l'eau du lac d'Annecy pour la monter en haut de ce fameux montagne du Semnoz afin de conforter les activités récréatives. Là, on est dans un endroit public. Je te mets au défi de demander aux gens s'ils sont au courant. Personne. Pourtant, c'est voté au conseil départemental, c'est voté à l'agglomération. C'est un projet, pour moi, écocide. On va puiser l'eau du lac qui, aujourd'hui, est à marée basse parce qu'il n'y a pas d'eau. On n'arrive plus à gérer l'eau dans le lac, quand même. Eh bien, personne ne le sait. Et je trouve ça fou parce qu'on ne peut pas blâmer les gens. Non. Même si on dit qu'ils devraient être plus curieux, on ne peut pas blâmer les gens. On devrait aujourd'hui être beaucoup plus transparent sur ces projets qui sont dits structurants, qui sont destructeurs. Et pour moi, les médias devraient s'emparer de ces problématiques et dire la vérité. Et puis, les élus locaux. Pour moi, un élu d'une ville comme Annecy devrait dire, voilà le projet. Alors, il l'a peut-être dit une fois en conseil municipal où tu as 10 personnes devant leur Facebook qui regardent un truc en direct. Mais ça devrait être une communication massive de la ville en disant, est-ce qu'on doit le faire? On devrait proposer des référendums citoyens. On devrait proposer des consultations publiques par quartier et ensuite par ville. On devrait aujourd'hui se dire ce qui se passe à la Clusaz ou au Grand Bornand, regarde Annecy parce que c'est le même bassin versant. On devrait dire ce qui se passe d'un point de vue frontalier, Genève-Annecy, regarde tout le monde parce que on va mourir de notre gaz carbonique. Et en fait, tout ça n'est pas mis au devant de la scène parce que je pense que les gens ne veulent juste pas que ce soit su. Je veux dire, les élus, les lobbies et tous ceux qui vivent de ces intérêts-là. Et c'est hyper dommage. Et finalement, heureusement qu'il y a des citoyens comme toi et des associations qui prennent à bras le corps ces problématiques, mais j'imagine que tu aimerais faire autre chose de ta vie, peut-être. Alors moi, ce qui me rend confiante, c'est qu'il y a de plus en plus de citoyens et d'associations qui dénoncent ce système et qui proposent des solutions alternatives. Les associations de la Clusaz, quand elles ont dit non à la retenue d'altitude, le maire a dit on a besoin d'eau potable, ils ont trouvé de l'eau potable. Oui, de l'eau potable, c'est pas de l'eau canon, désolé, c'est de l'eau potable. Quand on dit non à une autoroute, eh ben, on propose, comme la voie est libre aujourd'hui et le problème de la 69, une solution alternative qui est super bien gérée, parce que les gens ont maintenant des compétences, ou on cherche. Quand on dit qu'on doit développer les activités récréatives sur une montagne qui a un poumon vert, non mais on doit juste pas développer ici. S'il y a une chose à développer, c'est de contrer l'hypermobilité et peut-être de travailler juste la mobilité. Oui, du coup, on doit à nouveau s'emparer du pouvoir citoyen, de peser des projets, d'en parler autour de nous, de créer de la concertation et de proposer des solutions quand il y en a. Et je pense que ça appartient aux citoyens aujourd'hui. On a vu un peu justement cette question de médiation autour de la montagne. Je te propose qu'on parle maintenant du tout-ski et justement des grandes problématiques et des grands combats de ces dernières années en montagne. Est-ce que tu peux nous les lister peut-être pas de manière exhaustive, mais c'est quoi voilà, les grands combats depuis 2016 que tu as menés autour de la montagne?
Eh bien, Le chien n'aime pas du tout. oui, je sais pas pourquoi. Pourtant, non. les gens ont l'air gentils. Oui. Mais peut-être qu'il en a marre d'attendre. Oui. Mais des grands combats, il y en a beaucoup. Très récemment, je vais y aller de façon décroissante, c'est plus facile. Il y a ce projet de 3e tronçon sur le glacier de la Girose. Ouais. Donc là, il y a une association, La Grave Autrement, couplée à Mountain Wilderness et à Biodiversité sous vos pieds, plus FNE, qui se disent mais est-ce qu'on doit faire un 3e tronçon sur un glacier qui est déjà en lambeaux, qui ressemble à un linceul de glace et qui continue à fondre parce que les milieux économiques ont décidé qu'ici, il y avait peut-être une économie à créer. Très clairement, non. D'ailleurs, il y a eu une occupation à 3400 mètres d'altitude de personnes hyper courageuses. Semaines, oui. Ouais, donc incroyable. Il y a eu Borgard, qui est toujours en cours, parce qu'il y a un recours au fond qui est en cours. Recours au fond pour abolir complètement un projet qui, pour le moment, est stoppé par le Conseil d'État. Donc ça, c'est juste une super victoire. Comme on disait tout à l'heure, de combattre un schéma de cohérence territoriale, un SCOT, parce qu'il prévoit des milliers de lits touristiques en construction dans un secteur montagnard qui a déjà trop de lits, c'est formidable. Vivre et agir en Maurienne, plus d'autres associations ont fait tomber le SCOT Maurienne. Tout ça parce qu'on communique tous entre nous aujourd'hui. Il y a un énorme projet dans les Pyrénées, à Canal-Roya, qui est juste horrible. C'est un espace multi-protégé par plein de labels. Quand on y va, on voit la nature, un perte de vue qui est intact. Un immense projet est en cours ici. Les associations pyrénéennes se mobilisent et moi, je leur donne les infos plutôt immobilières ou économiques qui me reviennent. On a un projet sur le Semnoz, enfin, le prochain combat annécien, ça va être de ne pas puiser l'eau du lac d'Annecy pour la montée au Semnoz. On a des projets à Cenise, où là j'ai beaucoup communiqué avec un collectif qui s'appelle Sauvons Cenise, le dernier plateau calcaire intact de Haute-Savoie, où il est pressenti de créer une station de ski nordique dans un endroit juste exceptionnel, où il y a des prairies vertes, des arrêtés de Natura 2000, des protections de biotopes. On dit, mais est-ce que si on doit créer du ski de fond? L'argument, c'est de dire, mais il n'y a pas d'infrastructure lourde avec le ski de fond. C'est pas du ski alpin. Non, mais les gars, il faut de la neige. Et il n'y en a plus. Et est-ce qu'on doit amener ici des milliers de personnes, alors que finalement, tel qu'il est là, on doit le préserver? On a des sujets sur l'eau ici. Il y a une association qui s'appelle UC Merveille, qui s'occupe de la situation de la rivière des Us, qui est pas très loin d'ici, dont la source était à sec. Pendant cet été, on est à Haute-Savoie. Je me dis, c'est fou parce que une rivière à sec, c'est toute la biodiversité qui est dedans qui meurt, une vie piscicole qui n'existe plus, et les conséquences sont dramatiques pour l'ensemble du bassin versant. Qu'est-ce qu'on a comme association? Eh bien, moi, je discute beaucoup avec Mountain Wilderness, qui aujourd'hui en Chartreuse aussi se bat contre des sujets. Il y a un gros collectif que j'ai rencontré, et on travaille beaucoup, Vercors Citoyen, sur les plateaux du Vercors. Là, ici, on a un basketteur de renom, Tony Parker, qui a décidé qu'il allait ici faire pas des millions, mais des milliards, puisqu'il dit lui-même, en faisant du sport, je gagnais des millions, avec de l'immobilier, je vais faire des milliards. Ce projet de Tony Parker sur le Vercors ne doit pas aboutir. C'est simple. Alors eux, pareil, Vercors Citoyens, ils sont géniaux. Ils proposent des solutions alternatives. Vous voulez faire quelque chose sur ce parking-là? Voilà ce qu'on propose. Et c'est super. Tu parlais aussi de lits froids quand tu dis qu'on va construire de plus en plus alors que les lits sont vides. En fait, c'est les lits froids. Je ne sais pas si tu connais, dans le Vercors, il y a une association qui s'appelle Villa Glovette, qui fait des résidences artistiques dans les lits froids, justement pour réenchanter la montagne et pour faire quelque chose de ces lits froids. Donc il y a des choses qui existent en fait Oui. avec ces infrastructures. Il faut le faire parce que, en fait, moi j'entends tout le temps en face de moi les milieux économiques et politiques, ces gouvernances qui disent tout ce qui est contemplatif n'est pas rentable. Ce discours ne doit pas porter, en fait. Ouais. On ne doit pas avoir la même définition du mot rentabilité. Mmh.
Et alors, comme le plan neige qui a été déployé après la Deuxième Guerre mondiale, le retour du tourisme, comment est-ce qu'on investit la montagne justement pour cette rentabilité, et puis aussi parce que on avait quand même en 36 le droit à des congés payés, enfin. Donc, gros plan neige, grosses infrastructures, plein d'argent en montagne avec une économie qui s'est développée. Moi, la question que j'avais envie de te poser pour rêver un peu ensemble et faire rêver nos auditeurs, c'est quoi ton plan montagne pour 2030 si tu avais une baguette magique et que tu l'utilisais avec les valeurs qui t'animent? En rêvant un peu, Rêvons. en rêvant un peu, on aurait en 2030 changé de gouvernance politique et économique. Les citoyens arriveraient à décider dans des assemblées populaires de ce qui est bon pour leur territoire. On aurait décorrélé l'économie de la montagne, du tourisme et du ski. On aurait, avec des mesures fiscales fortes, repeuplé les villages, parce qu'actuellement, on construit des milliers de lits, alors que les villages se dépeuplent, parce que ces mêmes personnes n'arrivent pas à habiter sur leur territoire trop cher. Donc en fait, par des mesures fiscales, c'est-à-dire que en rendant accessibles ces fameux lits froids dont plus personne ne veut, c'est-à-dire en défiscalisant l'achat de l'ancien et en défiscalisant la rénovation énergétique, qui est un véritable sujet en montagne, on arriverait probablement à capter des gens qui se disent « Moi, je veux vivre en montagne, juste j'ai pas les moyens ». On arrête de monter en gamme, c'est-à-dire qu'on ne doit plus dépendre d'un tourisme lointain, hyper carboné, mais qui est haut de gamme. Quand, à Val d'Isère, on atteint des prix de 25 000 euros du mètre carré, voire plus, on a 70% des clients étrangers qui viennent là. Alors tant mieux pour eux actuellement, sauf que ça doit s'arrêter. Comment on fait pour repeupler un village où on a 25 000 euros du mètre carré? J'ai bien peur pour Val d'Isère dans les 10, 15, 20 prochaines années. Oui. Et puis la problématique, c'est que du coup, les gens qui ont grandi ici ne peuvent plus acheter non plus et sont obligés de partir. En fait, on a plus de 3 millions de lits touristiques en montagne. Sur la France entière? Oui, en montagne, ouais. Dont la moitié est occupée moins de 3 semaines par an. Juste éthiquement, c'est un sujet. Et économiquement, c'est un échec. Donc en fait, on n'arrivera pas à repeupler les villages tant qu'on construit. Aujourd'hui, on devrait geler tous les PLU de montagne. On a trop de lits touristiques, puisque la moitié n'est occupée que 3 semaines par an. Et même pas, les taux de remplissage sont jamais énormes si on tient en compte la problématique des lits froids. En fait, on ne doit plus dépendre uniquement d'un écosystème qui dépend du tourisme et du ski, parce qu'en continuant à conforter ce modèle, on va planter les habitants sur les territoires, véritablement. Pour le moment, le discours, c'est de dire tout est sous contrôle, les gars, on s'occupe de fabriquer la neige. Et puis un jour, ces investisseurs-là, quand il y aura un problème de rentabilité, ils vont dire ciao, bye bye, et les gens vont se retrouver les mains dans les poches à avoir bétonné leurs terres agricoles. Et pour moi, dans l'avenir en montagne, c'est véritablement de préserver les terres agricoles. Alors les détracteurs disent on va pas vivre comme nos anciens, c'était difficile, nanana. Sauf qu'on est bien dans une problématique de résilience alimentaire. Oui, parce que tu le disais tout à l'heure en préparant cette émission, les territoires de montagne sont les plus loin pour l'acheminement en termes de nourriture. Donc le jour où on a un problème, on ne peut pas survivre en montagne, on ne produit plus que nos potagers, quand les gens produisent encore leur potager, mais on ne peut rien en termes de mobilité s'il n'y a plus de pétrole à l'heure actuelle. Moi, je suis allée en Suisse cet été. Je suis allée en train au sommet de montagne. Alors, je ne sais pas si c'est souhaitable ou pas. En tout cas, qu'est-ce que tu rêves en termes de mobilité pour ces montagnes de 2030, si on continue de rêver un peu? Parce qu'on aurait changé les gouvernances, ouais. On aurait probablement des solutions de mobilité décarbonées qui ne seraient pas financées par la promotion immobilière, parce que c'est toujours le cas. Donc en fait, aujourd'hui, on devrait être en plan rail. À la Roosevelt, à l'époque, le New Deal rail, pourquoi pas. Sauf qu'il n'y a rien en construction, ni des motrices, ni des trains, ni des rails, ni des chantiers. Alors il y a un Lyon-Turin, mais c'est pas pas la bonne solution, surtout pas. On devrait aujourd'hui
se dire qu'on fait peut-être ces ascenseurs valléens dont on parle, qui relient les vallées aux montagnes, mais depuis des gares, pas depuis des endroits où on déplace la carbonation ou l'hypercarbonation ou les bouchons de quelques kilomètres. Pourquoi pas ? On devrait aujourd'hui concentrer le gros des subventions publiques à cette fameuse transition qui n'est pas du tout en cours. Pas du tout. Aujourd'hui, les subventions publiques servent à conforter le modèle du ski uniquement. Il y a une seule station qui a réussi pour le moment à mettre tous les acteurs autour de la table. C'est Métabier, hein, juste. Les autres, c'est que de la com et du marketing. On devrait, d'ici 2030, si on rêve, pouvoir avoir mis autour des tables tous les habitants par lieu de vie, par territoire, par commune, avec les sociopros qui vivent du ski, les associations, les bergers, les agriculteurs, les gestionnaires du bois, parce que nos forêts sont en danger alors que ce sont nos stocks stratégiques de carbone, les gestionnaires de l'eau, les associations qui gèrent l'eau en montagne, qui est un véritable sujet. Et tous ces gens-là devraient aujourd'hui être capables de discuter sans se juger de leurs problématiques pour imaginer un territoire juste viable, parce que c'est loin d'être le cas. C'est un joli rêve. J'espère que ça va se réaliser. C'est quoi le plan alors ? Comment on fait ? Je crois qu'il faut bien voter. J'aimerais bien que tous les gens que je rencontre votent véritablement et que vraiment les médias prennent leur part. Il y a un groupe qui s'appelle Quota Climat, qu'on peut suivre sur LinkedIn, qui fait un travail formidable, qui est en train de se battre pour qu'il y ait une législation, une loi, afin que les médias soient à la hauteur des enjeux. Il a fait cet été 0 degré à 5300 mètres. Il ne suffit pas de le dire, il faut l'expliquer en fait. C'est l'homme, par sa manière de vivre, très globalement, qui est responsable de ça. Et quand nos glaciers fondent, c'est notre ressource en eau, et donc notre eau potable au robinet, qui est en danger. Et c'est nous tous, nous les hommes, qui avons fabriqué ça en quelques décennies. Je crois que les médias doivent le dire et le marteler et le rabâcher pour toucher chaque fois une personne en plus. Eh bien, espérons que ce discours sera entendu par au moins les auditrices et auditeurs du camp de base. Disons qu'à nous deux, aujourd'hui, on aura mis notre petite pierre à l'édifice. On essaye. Merci beaucoup. Essaye. Merci infiniment, Valérie. Non, merci à toi. À très bientôt. Bisous. Merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles et à m'écrire un mot d'amour sur Apple Podcast. Encore mieux, transférez cette émission à une connaissance à qui elle pourrait plaire. Et surtout, abonnez-vous sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. C'est gratuit. Pour découvrir les coulisses de réalisation du podcast, les prochains invités et d'autres histoires de montagne, abonnez-vous sur le compte Instagram ou sur la newsletter. À bientôt dans le camp de base. Rencontre au sommet.